Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des marchés de crédit et des marchés obligataires, avec des risques qui sont remontés à la surface ces dernières semaines et ces derniers mois. Nous en parlons avec Michael Israël, cofondateur d'Iveo Capital Partners. Bonsoir et bienvenue Michael. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Iveo Capital Partners, je le rappelle, à chaque fois spécialiste de l'investissement obligataire dans les dettes d'entreprises des pays émergents. On parlera des émergents avec vous, Michael, mais de cette expertise Iveo Capital, j'aimerais bien avoir votre lecture de ce qui s'est passé en Suisse le week-end dernier, parce que c'est quand même pas anodin d'effacer 16 milliards de valeurs obligataires, certes sur des souches hybrides, juniors, etc. D'autant qu'il y a la question de savoir est-ce que les equity auraient dû être mis à zéro avant les porteurs obligataires, etc. Tout ça pour dire que quand même ce qui s'est passé en Suisse avec la résolution Crédit Suisse, bien sûr, crée une forme de précédent dans une zone économique européenne, j'intègre la Suisse de ce point de vue-là à l'Europe, où les investisseurs avaient peut-être pas en tête que ce genre de risque pouvait se matérialiser, en tout cas à ce point. C'est vrai que qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit si c'était arrivé dans un pays émergent, qu'un État décide de faire sa propre réglementation comme ça subitement. Ouais. Mais si, qu'est-ce qu'on aurait dit, Michael ? Je pense que ça. Qu'est-ce qu'on aurait dit ? On aurait dit, voilà, comme toujours, l'épouvantail dans les émergents, les lois, les règlements changent, et on aurait vu sûrement d'ailleurs peut-être un peu de tension sur le spread souverain du pays en question qui respecterait pas forcément au pied de la lettre. C'est comme ça. De toute façon, il y a l'épouvantail dans les émergents, donc il faut faire avec, et ça donne aussi beaucoup d'opportunités. Mais alors pour revenir un petit peu sur ce qui s'est passé précisément sur l'affaire Crédit Suisse, moi ce que je trouve qui est très intéressant, c'est que pour le monde obligataire, si on décompose un peu les différents risques, depuis quelques années, comme il n'y avait pas de rendement, toujours ce fameux TINA, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu des gens qui se sont beaucoup déplacés sur la duration, qui ont accepté, pour avoir un peu plus de rendement, d'allonger les durations, et on a vu des choses qui paraissaient pour tout le monde complètement aberrantes, des émissions obligataires à moins de 1% de coupon sur 10, 15 ans, 20 ans, et qui étaient sursouscrites. Il faut se souvenir du 100 ans autrichien en la matière. Exactement, c'était à se demander, mais qui achète ces papiers-là ? Et puis, donc, il y a eu première digue qui a craqué l'an passé, c'est la digue de la duration. Tous ceux qui étaient investis dans le monde de l'asset management et qui étaient sur de la mark-to-market, ils ont vu la douleur de la duration l'an passé. Aujourd'hui, on le voit toujours avec la SVB, etc. Mais cette fois-ci, carrément sur des impacts sur des bilans de banques. Il y a eu l'histoire aussi en Italie, on en parle beaucoup moins, mais il y a un assureur vie. Oui, j'ai vu. Ouais. Voilà, donc on va dire qu'il y a eu des craquellement, je ne sais pas si on peut dire ça. Oui, craquements. Voilà, sur les sujets de duration. Et puis là, avec l'histoire du Crédit Suisse, on rentre dans un autre sujet qui a été aussi un sujet qui s'est beaucoup développé sur les 10 dernières années, c'est-à-dire si vous voulez du rendement, abaisser, bouger dans la structure du capital, aller sur de la subordination, au motif qu'on pouvait avoir du rendement, au motif en plus qu'il y avait les bons ratings, etc. etc. Et puis aujourd'hui, on se rend compte que quand on se subordonne, évidemment, de toute façon, quand il y a des problèmes, et notamment sur le secteur financier, ça va assez vite. Et donc, on est là pour ça d'ailleurs. Si on est subordonné, on est là pour prendre une partie des pertes. Voilà, donc on se rend compte que ça existe, ce risque-là existe. Il reste une dernière digue qui a tenu, et c'est la digue du crédit, du leverage, de l'endettement. C'est-à-dire que depuis 10 ans aussi, on raconte les mêmes histoires et on dit c'est pas grave, les sociétés elles sont de plus en plus endettées, mais c'est pas grave, il faut quand même leur prêter, il faut quand même accepter des rendements plus faibles. Et on n'a pas eu encore le choc du crédit. C'est-à-dire sur les sociétés endettées, on n'a pas eu encore le pic des défauts, etc. Bon, les défauts sont au plus bas, toujours. Ils sont plutôt... Mais dans le marché, on parlait là aujourd'hui, c'était l'exemple, et je le cite parce que c'est un usual suspect habituel, Rallye Casino. On voit déjà
un nouveau retour de stress sur des situations de levier connues de toute la place et qui n'ont pas vraiment évolué finalement ces dernières années. Oui, alors et là vous parlez d'un dossier qui est déjà dans le marché depuis un certain temps, ce qui reste à voir maintenant, c'est s'il y a vraiment un ralentissement de l'économie, leverage et ralentissement de l'économie, ça ne fait pas bon ménage. Donc on va bien voir si cette digue-là tient ou pas. Oui, bien sûr. La frontière des risques est encore devant nous de ce point de vue-là. En tout cas, sur le crédit, il reste encore ce sujet aussi. Pourquoi pas ? Enfin, il va falloir aller le challenger, surtout si le cycle économique se retourne ou si les banques centrales n'ont pas la possibilité de redevenir très accommodantes. On va dire qu'elles peuvent peut-être se calmer. Ouais. Mais ce n'est pas dit non plus qu'elles puissent redevenir très accommodantes. Donc, à voir sur les sociétés endettées. Je reviens juste sur l'affaire suisse, pour profiter de votre expertise en la matière, Mickaël. Ce qui s'est passé, et je ne rentre pas dans les débats juridiques, légaux, réglementaires, qui vont durer des années, avec des procès qui vont sans doute s'étendre longtemps devant nous, mais du point de vue du marché, entre guillemets, le mal est fait. D'avoir rincé les créditeurs, créanciers, même les plus juniors dans la structure, avant d'avoir complètement mis à zéro les equity, même s'ils ramassent quand même des fractions très, très émiettées, pour dire les choses. Est-ce que ça veut dire que le marché des hybrides, des coco-bonds, des AT1 bancaires, c'est un marché qui est mort aujourd'hui, du point de vue d'un investisseur ou d'un émetteur, d'ailleurs? Alors, il y a des gens qui sont beaucoup plus spécialisés sur ce segment-là, etc. Ceci dit, on en a quand même, nous, dans notre gisement aussi. Et, il y en a dans les émergents aussi. Oui, il y en a bien sûr dans les émergents aussi. Il y a des grandes banques avec des émissions et des souches assez importantes sur des subordonnés, AT1, des cocos. Enfin. Et moi, ce que je dis, de toute façon, s'il n'y avait pas eu même ces 3 milliards de valorisation pour l'equity, de toute façon, ça valait zéro. Oui, même en mettant les equity à zéro, c'est pas sûr, ils n'auraient pas récupéré grand-chose, voire rien du tout de leur... C'est pas dit que ça aurait valu 3 milliards non plus. C'est parce qu'on a arrêté les compteurs à 3 milliards sur l'equity pour des raisons dont on ne sait même pas très bien d'ailleurs comment on a arrêté ce chiffre, on pourrait se dire par transitivité que normalement, il y aurait dû y avoir zéro à l'equity et 3 milliards ici, si d'aventure il y a encore 3 milliards de valeur. Bon. Là où le marché peut être quand même un peu fermé, c'est que si ces banques aujourd'hui ou si le secteur bancaire dans l'ensemble voulait aller se refinancer, réémettre ce genre d'instrument, il va falloir payer assez cher. D'ailleurs, ça pose une difficulté, je pense, pour ces obliques qui sont actuellement en portefeuille, c'est qu'elles étaient quand même pour beaucoup pricées au call. Mais bien sûr. Tant en rendement qu'en maturité, on les retrouve dans des portefeuilles à échéance. Le consensus de marché sur ces perpétuelles, comme on dit, c'était qu'elles étaient rappelées de toute façon quasiment la plupart du temps ou tout le temps, et que donc du coup on pouvait les valoriser à la date de rappel. Oui. Et les considérer en échéance comme si elles n'étaient pas des instruments perpétuels, mais des instruments avec une date, un horizon. Ça, c'est la double peine, parce que ça veut dire que probablement elles ne seront pas collées. En tout cas, ça va voir comment le marché se développe. Et ça a commencé, je voyais un petit établissement bancaire dont je ne retrouverai absolument pas le nom hier, qui a déjà annoncé qu'il skippait, qui passait le rappel et qui ne refinancerait pas l'AT1 en question. Rationnel économique. Ah bien sûr. Bon, à suivre sur ce marché spécifique des AT1. En contrepoint de ce qu'on décrit dans la situation européenne, voire américaine, qu'est-ce qu'il faut comprendre de la manière dont les choses se développent dans les émergents aujourd'hui? Donc votre univers d'expertise et d'investissement, qu'est-ce qu'on peut dire de la situation des émetteurs que vous suivez dans la sphère émergente aujourd'hui par rapport à ce qu'on vient de décrire? Alors sur les émetteurs émergents, il y a ce sujet qui, j'espère en tout cas, va faire la différence plus significativement qu'il ne l'a fait. Je vous ai souvent répété que la caractéristique principale des entreprises émergentes qui émettent sur les marchés internationaux, c'est qu'elles sont nettement moins endettées. C'est-à-dire pour accéder au marché, elles arrivent avec des profils de crédit qui n'ont rien à voir avec leurs consoeurs des pays développés. Et non seulement elles sont moins endettées, mais en plus elles payent plus. Ça a une importance parce que ça veut dire aussi que votre coussin de sécurité, dans un cas où il y aurait des défauts qui repartent à la hausse,
il est plus important. Depuis 10 ans, ça n'a pas vraiment fait la différence. Les taux de défaut en Europe, où les sociétés sont beaucoup plus leveragées, il n'y a pas eu vraiment d'impact. Mais si on passe dans ce retournement de cycle et ce changement de paradigme, on pense quand même que de ne pas être leveragé, ça a beaucoup de valeur, de ne pas être endetté, de ne pas avoir des bilans endettés. Et puis ensuite, l'autre point, c'est qu'on réfléchissait à se dire, mais finalement, est-ce qu'il y a un resserrement monétaire ? Il y a un resserrement monétaire américain. Généralement, c'est très mauvais pour les émergents dans les raisonnements rapides, habituels, de flux. Et finalement, si vous regardez, là, le resserrement, il a été un des plus violents de l'histoire. Ouais. Et il n'y a pas eu de bain de sang sur les émergents. Tant sur le souverain, il y a toujours des contre-exemples. Je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas 2-3 pays qui ont tilté un peu. Mais dans l'ensemble, on a vu que le monde a changé. Les émergents sont beaucoup moins dépendants au dollar. Donc ce resserrement monétaire dollar a fait moins mal. Et puis, au fond, ce n'est pas les émergents qui ont le plus profité des 10 ans de quantitative easing. Ce n'est pas vrai. D'ailleurs, les émergents, ils ont eu plein d'autres... Les émergents, ils ont bénéficié des 30 ans voire 50 ans de mondialisation, mais pas de cette injection de monnaie. Ils en ont bénéficié de manière générale comme tous les actifs, mais ce ne sont pas les principaux. Ce n'est pas là où il y a une bulle. Ça n'a pas été le déterminant je crois pas qu'il y ait dominant. Une bulle liée à l'injection de liquidité qui aujourd'hui on est en train de la retirer et donc elle doit se dégonfler. Ce n'est pas là-dessus où elle a été la plus marquée. Même si effectivement la question de la liquidité et de la liquidité en dollars, elle se pose peut-être à partir de maintenant pour certains souverains, pour certaines entreprises aussi. On voit bien quand même les délais, les effets d'inertie que la hausse des taux américaines foudroyante en 2022 a mis un peu de temps à rentrer dans les esprits, à se matérialiser. Et voilà, avec les événements qu'on a pu suivre ces 15 derniers jours, on comprend que c'est quand même maintenant qu'il y a peut-être un risque de stress. C'est vrai. Alors si on prend l'exemple des entreprises, c'est peut-être maintenant qu'on va voir le ralentissement économique. On est peut-être en récession sans le savoir. Vous avez entendu 1000 fois ça, plus que moi d'ailleurs. On va peut-être le voir, mais c'est là où la notion de l'endettement, je reviens dessus, excusez-moi, va tout changer. Parce qu'encore une fois, si vous avez maintenant, on se rend compte qu'effectivement la donne a changé, eh bien ce sera gérable pour tout actif qui est peu endetté. Même un État, je veux dire, donc un État qui est peu endetté en dollars, même si les taux continuaient à monter parce qu'on n'arrive pas à juguler l'inflation américaine, etc., et que la liquidité se retire, qu'on arrive à calmer, parce que ça, je pense ils feront tout, de toute façon, pour calmer le risque, l'inquiétude financière. En tout cas sur le niveau qu'il faut. Après, j'ai pas dit que sur les tier 1 et tout ça, ils vont tout sauver, mais le niveau qui est nécessaire pour que l'économie fonctionne, et après ceux qui étaient supposés prendre des pertes, ils doivent les prendre. Je pense que le levier va tout changer. Ce sera plus facile quand vous n'êtes pas endetté. Bon, on entre dans une nouvelle étape, une nouvelle séquence. Après le sprint, les hausses de taux foudroyantes, les effets arrivent aujourd'hui dans le système financier et peut-être demain dans l'économie réelle. Le levier étant un point de vigilance majeur pour les investisseurs. Merci beaucoup, Michael. Michael Israël, cofondateur d'Iveo Capital Partners, qui est avec nous, l'invité de ce quart d'heure thématique ce soir dans Smart Bourse, qui nous permet ainsi de conclure cette semaine. Bon week-end. On se retrouve lundi à 12h30 en direct sur Bismart.